Salut tout le monde, c'est Julien et c'est la vidéo pour la config de septembre. Toujours dans l'optique d'une station pour bosser. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, évidemment il y a celle du mois d'août. Je vais mettre probablement un lien dans la description, il y aura peut-être un bouton qui va apparaître. Ou vous regardez la playlist Carnet du Geek et il y aura la vidéo sur août. Alors je vous renvoie à celle d'août parce qu'en fait il n'y a pas grand chose qui change dans la config de septembre. Le principe de la vidéo c'est si je devais refaire une config, qu'est-ce que je prendrais aujourd'hui? Alors évidemment je change pas de config tous les mois, mais j'essaye de suivre un petit peu l'actualité pour vous conseiller. Alors attention, c'est une config qui est censée passer avec Hackintosh. C'est quand même un peu la contrainte principale, c'est pas fait pour gamer, c'est pas fait pour être un mini PC, pour être un truc à mettre dans un salon, c'est fait pour bosser. Alors en général quand on peut bosser avec une station, on peut en général jouer avec. Et c'est fait si possible pour passer avec un Hackintosh, et naturellement ça passera très bien avec Windows forcément. Donc là vous avez sous les yeux en screencasting là la config, c'est le commentaire donc de la description de ma vidéo d'août. Et il y a un truc important qui s'est passé quand même si a priori je ne changerai pas grand chose, c'est quand même un truc important, une question qu'on peut se poser, c'est il y a une nouvelle plateforme, et là c'est quand même pas rien. Il y a le X99 et je vous invite à consulter la vidéo, alors j'ai pas trouvé de vidéo en français, parce que je consulte pas de chaîne YouTube en français là-dessus, mais je regarde beaucoup Tech Syndicate et Linus Tech Tips, parce qu'ils font des bonnes vidéos, c'est bien testé, c'est clair, c'est bien foutu, c'est parfois un peu drôle, donc vous regardez notre ami Logan là sur Tech Syndicate, qui parle pendant 1 heure de la plateforme X99. Donc le X99 c'est quoi? C'est un nouveau chipset avec un nouveau socket, c'est un socket 2011, donc 2011, qui n'est pas rétrocompatible, donc ne faites pas la bêtise de prendre une carte mère X79 et de mettre un processeur avec un socket 2011 V3, ça marchera pas, parce que ces nouveaux processeurs sont faits donc pour le socket 2011 V3 et pour travailler avec le chipset X99 et non pas le X79. C'est vraiment une nouvelle plateforme. Je sais que c'est trompeur parce que ça s'appelle socket 2011, mais ça s'appelle socket 2011 V3. Alors il y a le même nombre de pins, donc on pourrait vraiment croire que ça marche, mais non, ça passera pas. Donc il y a 3 nouveaux processeurs pour l'instant qui sont sortis, il y en a plein d'autres qui vont suivre derrière. Et il y a le successeur du fameux 4930K que je conseille lorsqu'on veut faire une config à 6 corps pour le X79. Il n'y a pas grand chose qui va changer, si ce n'est que du coup il est sur la nouvelle plateforme, il fait le même prix et il supporte par contre la DDR4. Ensuite la vraie nouveauté, le vrai truc qui tue, c'est que Intel a sorti un i7 à 8 corps. C'est la première fois que Intel sort un 8 corps sur une plateforme entre guillemets grand public. C'était jusque-là réservé aux Xeon. Xeon qui peuvent aller jusqu'à, je sais même plus ce que c'est le maximum sur la plateforme 2011, mais il y en a jusqu'à 12 cœurs, et évidemment avec des performances hallucinantes, quoi. Je ne sais même pas s'il n'y a pas plus que ça, mais bref. Donc pour la première fois, un i7 à 8 cœurs, et surtout il est cadencé beaucoup plus fort qu'un Xeon, ce qui fait que ça a des performances, et si vous regardez les benchmarks chez Tech Syndicate et chez Linus Tech Tips, ce nouveau 5960X, qui est donc sur la nouvelle plateforme X99 avec de la DDR4, il a des performances hallucinantes parce que non seulement c'est un 8 cœurs, mais en plus il y a une fréquence de fou. Donc dans les jeux ça sert à rien, puisque de toute façon un quad-core ça suffit. On parle là de station de travail, en encodage, là où le nombre de cœurs est important et où la fréquence est importante, le fait d'avoir 8 cœurs cadencés très vite, ça aide énormément, et vous allez me dire, ouais mais ça coûte 1000 € quand même. Alors, oui, depuis le début, depuis que je fais ces vidéos, je parle de trucs qui sont parfois un peu chers, mais je le ramène toujours au côté productivité, parce que, encore une fois, l'objectif c'est station de travail. Station de travail à meilleur prix, quoi, sans dépenser des 100 et des 1000 dans des trucs vendus comme étant des stations de travail, et qui coûtent parfois 4 à 5 000 €, parce que les gars qui font des configs, les boîtes qui font des configs workstation se disent, c'est un public qui a de la maille, donc on va leur facturer les trucs le triple de ce que ça vaut. Voilà, le but c'est de se dire comment je peux réduire mes temps d'encodage, gagner du temps, et donc si je gagne du temps, a priori je gagne des sous. Alors 1000 € ça paraît beaucoup, sauf que quand on regarde les benchmarks, c'est hallucinant parce que ça arrive au niveau d'un Xeon 10 cœurs. Un Xeon 10 cœurs c'est 1400 €, déjà. Alors la carte mère et tout ça, ça va coûter plus cher, la DDR4 ça coûte plus cher, donc tout va coûter plus cher quoi qu'il arrive, mais sur le pros, vous arrivez au niveau d'un Xeon qui fait en fait 40% de plus, quoi. 1000 €, 1400 €. Donc finalement, d'un point de vue rapport qualité-prix,
je dirais pas que c'est pas cher, c'est cher, mais c'est pas surfacturé. Il faut bien faire la différence entre un truc qui est vendu, qui est cher, et un truc qui est surtarifé. Si vous prenez le nouveau Mac Pro, j'en parle régulièrement dans mes vidéos sur la Macintosh, parce que bon, bah, c'est les talents, le Mac Pro, il est tout petit, machin, il est puissant, mais il coûte très cher. C'est très cher, mais c'est pas surfacturé, parce que si vous prenez les mêmes composants que le Mac Pro, vous mettez par exemple deux D700, alors c'est sur PC c'est W9000, c'est comme ça qu'AMD a renommé ses cartes, mais bon en gros vous mettez les mêmes composants que sur un Mac Pro haut de gamme, c'est-à-dire un Xeon 12 cœurs, ou un Xeon 8 cœurs, on parle pas d'en dessous parce que c'est pas intéressant, et vous mettez deux D500 ou deux D700, et vous mettez tout ce qu'il faut, tout le reste, c'est-à-dire un boîtier Inalim qui en plus vous arriverez à un boîtier plus gros, etc., vous arriverez à un truc qui fait le même prix qu'un Mac Pro. Donc le Mac Pro est très cher, mais il n'est pas surfacturé. Ce nouveau processeur sur la plateforme X99, le 5960X, il coûte 1000 €, c'est cher, mais c'est pas surfacturé, parce que pour la puissance que ça envoie, c'est au niveau d'un Xeon 10 cœurs, même parfois un peu plus, qui coûte 1400 € sur l'ancienne plateforme. Maintenant, il y a un souci, c'est qu'impérativement cette nouvelle plateforme bosse avec de la DDR4. Donc c'est super, quand on dit DDR4, ça fait 1 de plus que DDR3, c'est forcément mieux. En réalité, pas du tout. Quand on regarde les benchmarks, et je vous invite à voir cette vidéo chez Linux Tech Tips, où il fait un test DDR4 contre DDR3, avec tout pareil, tout le reste en plateforme de test est équivalent, vous vous rendez compte que en Cinebench, par exemple, en encodage, en rendu 3D, vous gagnez rien. Mais genre rien, il y a genre... si ça va être un truc de 3 frames par seconde sur 200, ça va être un truc de 5 secondes sur un rendu de 30 minutes, enfin bref, c'est des valeurs... la DDR4 va 0,001% plus vite, enfin, j'exagère, mais c'est dérisoire. Le problème, c'est que comme c'est une nouvelle plateforme, il n'y a pas beaucoup de DDR4 produites, parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, donc elle est chère. Donc aujourd'hui, sur le papier, ça s'annonce super prometteur, le 5960X est probablement un futur best-seller pour les stations de travail, ce sera très probablement compatible à Macintosh, donc autant dire qu'un Macintosh, qui a la performance d'un 10 core, c'est-à-dire il va venir chatouiller le 12 core Mac Pro, pour a priori mes estimations c'est à peu près 3000 € la config, si on compte le coût de la DDR4, etc. Par rapport à un Mac Pro qui lui entre 8 et 12 cores est vendu 6500 €, c'est vraiment un rapport qualité-prix qui va être très très bon. Le jour où la DDR4 va commencer à baisser, ça va vraiment être super intéressant. Donc pour l'instant calmez-vous, ça sert à rien de l'acheter parce que la DDR4 est très chère. Et si vous l'achetez, achetez-le pour le 8 core, c'est-à-dire achetez-le pour le haut de gamme, quoi. Parce qu'aujourd'hui, 1000 € un processeur qui a les perfs d'un Xeon 10 cœurs, il n'y a pas d'équivalent. Donc ça veut dire que vous êtes prêt à mettre un peu le prix pour payer le surplus de la DDR4. Si votre objectif c'est d'avoir un quad-core ou un 6-core, il n'y a aucun intérêt à passer à la nouvelle plateforme X99, parce qu'il n'y a aucun intérêt à profiter de la DDR4, puisque pour l'instant la DDR4 n'a aucun impact dans les applications. Donc quand je vous dis que ma config change pas beaucoup, c'est parce que oui, il y a une nouvelle plateforme, non, c'est pas encore intéressant, sauf si vous partez sur un 8 cœurs. En ce qui concerne le Macintosh, parce qu'on parle quand même de vidéos qui sont censées passer pour un Macintosh, j'ai pas testé, puisque je l'ai pas acheté, je vais pas changer de config tous les mois. J'imagine que sur Tony X86, ça a déjà dû commencer à s'agiter pour voir est-ce que c'est compatible. Je pense que je vois pas de raison pourquoi ce serait pas vraiment compatible. Le X79 c'était une plateforme super adaptée pour le Macintosh. On va peut-être laisser passer quelques mois avant de se lancer là-dessus, mais j'imagine que voilà, dans 6 mois, 1 an, quand peut-être la RAM aura baissé déjà de 20-30%, espérant, si la production se lance, je pense que ça va vraiment être une plateforme de premier choix pour la Macintosh. En attendant, wait and see, plus que jamais, il est urgent d'attendre, ça vient tout juste de sortir, et on n'a aucun retour sur la Macintosh, et pour l'instant la DDR4 est super chère. Donc voilà, vous êtes prévenus. Allez voir ces vidéos, ça va quand même vous faire un topo, c'est super alléchant, parce que ça a vraiment l'air de tabasser. Mais si c'est pour du 6-core ou du quad-core, la DDR4 n'a vraiment aucun intérêt. Il y a un truc important dans les configs que je vais peut-être revoir, c'est au niveau des cartes graphiques, la 770 GTX a un petit peu baissé, j'avais mis 320, on peut en trouver maintenant à 270-280 €. Sauf que, à 280 €, il y a peut-être chez AMD la R9 280 qui va être intéressante, qui est pleinement compatible à Macintosh. Et si on va vers entre la 770 et la 780, c'est-à-dire si vous avez entre 300 et 600 € de budget, alors oui, la 780 Ti est toujours c'est vraiment une super carte. Par contre, à 400 €,
Vous avez la R9 290 chez AMD, donc c'est pas du CUDA mais c'est du OpenCL, donc si vous faites du rendu par exemple sur Mercury Engine avec Premiere comme moi, vous vous en foutez un petit peu puisque ça va être accéléré quand même par le GPU. Ça sera pas le cas dans Nuke par exemple en compositing, The Foundry ne supporte pas encore, sauf pour certaines choses, mais il se base essentiellement sur CUDA, donc l'absence de carte AMD, enfin l'absence de carte Nvidia va peut-être vous pénaliser si vous travaillez sur Nuke. Pour tout le reste, y compris dans les jeux, la R9 290 à 400€, oui, c'est plus que la GTX 770, mais vous êtes pas loin de chatouiller, vous êtes pas loin d'une 780 Ti qui fait vraiment beaucoup plus cher. Ça coûte 200€ de moins et vous êtes à 90% des perfs d'une 780 Ti. Donc autant dire que le rapport qualité-prix de la R9 290 est très bon, et la R9 280 pour l'entrée de gamme par rapport à une GTX 760 est aussi très très bon. Donc je dirais, sauf si vous voulez vraiment de grosses perfs et que vous avez 600€ à mettre dans une GPU, dans ce cas-là, mettez-la dans une 780 Ti. Dans toutes les autres cas, j'aurais tendance à basculer pour ce mois-ci, et peut-être pour les mois à venir, en attendant les nouvelles générations de cartes Nvidia, j'aurais tendance à basculer sur du AMD, à condition que vous n'ayez pas un besoin impératif de CUDA. Donc ça, c'est à voir en fonction de vos besoins. Si c'est pour Adobe, OpenCL marche super bien, d'ailleurs j'ai fait des benchmarks là-dessus, et les benchmarks que j'ai fait sur Premiere me donnent à scène équivalente sur la même machine, c'est-à-dire que j'ai fait mon benchmark avant de changer ma carte, j'ai exactement les mêmes temps de rendu avec l'OpenCL, donc c'est pas un handicap. Et il y a un moment de toute façon où tant qu'il n'y a pas une tonne d'effets sur une vidéo, c'est quand même le CPU qui calcule, donc au final avoir une carte plus rapide en OpenCL, vous verrez pas la différence. Donc il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'effets pour en profiter. Voilà, le seul truc qui va être un peu emmerdant sur la R9 290, c'est que c'est pas compatible Hackintosh. Ça bidouille sévère, donc il y a moyen de prendre les textes qui sont issus de la bêta de Yosemite, en moment où j'enregistre cette vidéo en tout cas, pour les mettre dans Maverick sur votre Hackintosh, et la R9 290 sera reconnue, mais l'accélération 3D sera à chier, il y a beaucoup de mecs qui ont des problèmes avec ça. Il y a la R9 290X qui coûte 50€ de plus pour une poignée de broutilles de performance en plus, et qui elle par contre est reconnue d'origine. Alors, le problème de R9 290, c'est que c'est un nouveau chipset, c'est le chipset Hawaii, qui est pour l'instant pas supporté par OS X, qui le sera probablement avec Yosemite, donc j'imagine que sous Hackintosh ce sera pas un problème d'ici 2-3 mois. Par contre, pour l'instant, si votre config c'est Hackintosh, c'est plus intéressant d'un point de vue rapport qualité-prix, mais comme je viens de vous le dire, c'est difficile de la faire tourner. On est vraiment au tournant là, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est en train, sur les forums, ça s'agite dans tous les sens, il y en a qui y arrivent, d'autres qui y arrivent pas. Donc voilà, je vous donne les deux options. Si vous vous basez sur la config du mois dernier, la 770 GTX est toujours une super affaire, elle marche très bien, elle est pleinement reconnue par le Hackintosh, mais c'est un peu, ça commence à être de moins en moins intéressant par rapport à l'équivalent chez AMD, qui a de meilleures performances pour un peu plus cher, mais il y a vraiment de meilleures performances. Donc dès que ça sera vraiment supporté par le Hackintosh, ça sera vraiment plus intéressant d'être sur un R9 chez AMD. Et la R280, enfin la R9 280 chez AMD, est pleinement supportée par Mavericks. Elle est reconnue par contre comme une 7950, enfin elle est reconnue comme une carte de l'ancienne génération, tout simplement parce que c'est vraiment une carte de l'ancienne génération. Le R9 280 chez AMD, c'est ni plus ni moins qu'un chipset de l'ancienne génération rebrandé et un petit peu pimpé pour que il puisse tenir la route. Entre parenthèses, une 770 GTX chez Nvidia, ce n'est ni plus ni moins qu'une 680 GTX, là aussi un petit peu tunée, mais c'est l'ancienne génération. La 770 GTX, ce n'est pas une 780 allégée, c'est une 680 boostée, c'est-à-dire on part de la génération d'avant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est pleinement reconnue par le Hackintosh et que ça marche très bien. Donc voilà, on est un petit peu à un tournant là, en termes de config compatible Hackintosh. Si si vous n'avez pas vraiment un méga grand besoin du Hackintosh, partez sur les cartes AMD en GPU. Si c'est pour monter un Hackintosh vraiment en station de travail principale, restez chez AMD. Et j'ai envie de dire, si vous pouvez attendre 6 mois, là en septembre 2014, moi j'attendrai un petit peu en fait. Le temps de voir si le X99 ça décolle, ça va décoller, mais la question c'est quand, pour que les prix de la RAM baissent, parce que dès que la RAM baisse en X99 et qu'on est sûr que ça passe sur Hackintosh, et ça passera très certainement sur Hackintosh, ça va vraiment être une config hyper intéressante. Et pareil pour la R9 chez AMD. Donc on est un petit peu en fin de vie sur les cartes de la série 7 chez Nvidia. C'est peut-être le moment d'attendre. Ça sera une config qui va marcher, c'est une config qui est éprouvée, celle que je vous donne en août là. À vous de voir quelle priorité vous donnez au Hackintosh ou à travailler plutôt sous Windows. En ce moment, pour mes tutos et pour mes enregistrements, j'ai fait le choix de revenir sur Windows le temps que Yosemite arrive et que ce soit éprouvé, etc. J'ai fait des tests aussi, des benchmarks entre les deux. C'est exactement les mêmes perfs, donc vous n'êtes pas perdant à repasser sous Windows, c'est juste
est-ce que vous avez besoin de soft sur Mac ou pas, voilà, tout ça c'est vous qui pouvez le dire. Donc je pense qu'il est urgent d'attendre. Il y a une autre bonne nouvelle avec l'arrivée du X99. C'est l'annonce de nouveaux processeurs Xeon. Il y en a une chier, il y en a une tonne, ça va jusqu'à 18 corps. Donc ça veut dire que pour la fin de l'année, quand Apple va probablement, je dis bien probablement, mettre à jour ses Mac Pro, c'est probablement ces Xeon-là qui vont se retrouver dans les nouveaux Mac Pro. Donc très probablement aussi des cibles de premier choix pour des Hackintosh. Ça veut dire que les anciennes générations vont baisser. Bref, d'ici la fin de l'année et début 2015, soit il y aura les nouveaux Xeon qui seront intéressants parce que c'est la nouvelle plateforme et les prix vont... Ça va être un peu cher, hein, c'est du Xeon, mais ça va bien marcher sur Hackintosh. Soit vous faites le truc opposé, vous dites je vais profiter du coup de la nouvelle plateforme parce que ça va mettre un coup au prix de l'ancienne. Et je pense que les Xeon actuels, les 8, 10, 12 cœurs, vont probablement beaucoup baisser, et comme ils sont pleinement compatibles Hackintosh, et même ça, sans dire Hackintosh, ça fait une super belle station de travail aussi sur Windows, ça veut peut-être le coup d'attendre. Voilà, tout ça fait que on va laisser Yosemite sortir. On va laisser la scène Hackintosh se dépatouiller des R9 chez AMD et de la plateforme x99, et revenez en décembre. Peut-être que je vais mettre à jour cette vidéo en octobre ou novembre, mais s'il se passe rien, je la mettrai pas à jour. Mais revenez à la fin de l'année, et je pense que là, on y verra un petit peu plus clair pour choisir sa config. Si vous avez absolument besoin d'une config aujourd'hui, tenez compte de ce que je vous ai dit, et basez-vous sur la config qui était là présente en août. Il n'y a pas grand-chose de vraiment à changer. Peut-être un truc, au niveau des alim, je partirai plus sur des alim Corsair, notamment les AX en 860 watts, plutôt que la CX 750. Pourquoi? Parce que son système de ventilation ne se déclenche quasi jamais, à moins de vraiment tirer dessus comme un malade. Donc ça veut dire que la config sera plus silencieuse et le prix sera le même, donc je partirai plutôt sur du Corsair AX. En termes de config, pour les alim les plus gourmandes, au niveau boîtier, tout ça, c'est une question de goût, on change rien. Le water cooling, ça, pareil, mais c'est la même chose que si vous partiez sur un Ventirad, un Noctua. Pour info, pour être tout à fait transparent avec vous, j'avais un H80i que je conseille toujours parce que c'est un bon water cooling, sauf que le mien a failé. Pas du jour au lendemain, mais petit à petit, en fait, la température montait et ne redescendait pas en dessous de 50-55 degrés à l'arrêt. Enfin, à l'arrêt. Sans rien faire, quoi, en idle, comme on dit. Or, le i3930K est un processeur qui doit tourner autour de 38 degrés, allez, 40 quoi, s'il fait chaud dans la pièce. Et là, je sais pas à combien on est, on va regarder. Mais là, je suis en train d'enregistrer, et je suis à 52 degrés, et je suis en train de faire un rendu handbrake derrière. Donc, en charge, vous devez monter à 50-55. Vous devez pas être à 55 en idle. Donc en gros, mon petit H80i, je l'ai démonté, je l'ai remonté, j'ai remis de la pâte, enfin j'ai tout checké dans tous les sens, et il est toujours chaud en fait. Donc quand j'ai regardé sur les forums, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être le seul. Il y a beaucoup de H80i qui fail. En même temps, ils en ont vendu des semi-remorques entiers, donc il y a aussi énormément de H80i qui marchent très bien, donc je pense que c'est pas un problème... Enfin, il faut pas le fuir pour autant, il y a des tonnes et des tonnes de configs qui tournent stable avec ça, donc si vous voulez un water cooling, prenez H80i. Il y a aussi l'équivalent chez NZXT, je crois que ça s'appelle le Kraken ou un truc comme ça, je sais plus. Mais bref, c'est l'équivalent du H80i chez NZXT, c'est le même prix, ça a la même perf, ça a la même température, donc si vraiment vous avez peur de ce que je vous ai dit, si ça vous fait fuir, mais que vous voulez un water cooling, allez chez NZXT, en plus il sera sorti à votre boîtier NZXT 440 qui est très joli, et ce sera très bien. Sinon vous montez un bon vieux Noctua avec le couple Ventirad Noctua, et du coup j'ai mis ça, et je suis à 38 degrés en idle et 55 degrés en rendu, et tout est rentré dans l'ordre. Je suis en train de faire le tour et de voir si j'ai rien oublié. Pour la config Ninja qui a gagné au loto, apparemment ça vous a fait marrer. Je pars donc sur un 10 core pour un Xeon. Donc Xeon 10 core, il faut rajouter, donc rien que le Xeon il fait 1400€, hein, donc déjà c'est pas donné. Là aussi je dirais qu'il est urgent d'attendre. Pourquoi? Parce que comme il y a de nouveaux Xeon qui vont sortir, ce Xeon 2690 V2 à 10 core va très probablement baisser un tout petit peu. Les Xeon fluctuent moins que les i7 en termes de prix, mais il y aura peut-être moyen de choper des déstockages, ou voilà, il y aura peut-être moyen d'avoir des anciennes générations qui seront pourtant très bonnes, hein. Vous montez un 10 core aujourd'hui, dans 3-4 ans vous serez encore avec des perfs vraiment très très bonnes, parce que c'est vraiment très puissant. Il faut par contre avoir besoin de faire du rendu régulièrement. Donc je dirais, n'achetez pas aujourd'hui un Xeon, attendez que le marché évolue, parce qu'on est vraiment à un tournant.
Et puis j'ai fait le tour. Il me semble que ça me semble pas mal en fait. Pour tout ce qui est i5, i7, tout ça, je changerai pas grand chose en fait. Après, vous pouvez fluctuer à 50€ près si vous voulez prendre un petit peu puissant ou moins puissant que ce que je vous indique ici. Mais voilà, en gros, je partirai plutôt sur du Corsair avec les nouvelles générations d'Alim qui ont vraiment un ventilateur qui est à l'arrêt quand on est en peu de charge. Moi ici sur mon Antec 750, je le regrette un petit peu. Elle marche très bien cette Alim, mais là, par exemple, je tire pas dessus en termes de GPU et ni en termes de CPU. Le CPU est à 50 watts quand il fait rien. Et la R9 290, elle tire pas beaucoup, pareil, sauf si vous balancez Crysis 3, quoi. Et pourtant, même là, à l'arrêt, le ventilateur tourne et ça fait un petit filet de bruit quand même. Et ça me gonfle un petit peu, voilà, pour être tout à fait direct. Donc si aujourd'hui je devais refaire une Alim, changer mon Alim, je mettrais une Corsair avec une Corsair AX genre une 860 et au moins elle est complètement silencieuse à moins de tirer 860 watts dessus quoi et de la mettre à genoux. Quand vous regardez sur les forums ou sur les avis, tout le monde dit c'est incroyable, même quand je joue elle est à l'arrêt quoi. Donc si vous avez besoin de silence, si c'est vraiment un critère, je pense que ça peut être bien de passer sur ce type d'alimentation. Et puis voilà, posez-vous les bonnes questions pour est-ce que vous restez chez Nvidia ou est-ce que vous passez chez AMD. Tout ce qui est R9 290, à l'heure où je vous parle là, septembre 2014, c'est pas compatible à Macintosh, donc c'est pas une solution. Attendez les prochaines semaines car ça va probablement bouger, car Yosemite va sortir, et du coup on pourra probablement bénéficier des drivers de Yosemite pour faire un Hackintosh. Et on verra surtout comment un Hackintosh se comporte avec Yosemite, parce que pour l'instant, il y a des gars qui ont tenté, ça marchouille, mais c'est des Hackintosh qui se basent sur une bêta du nouveau OS 10, et personnellement, dans un environnement de travail, je vous conseille de fuir ce genre de truc. Ne basez pas votre station de travail. Déjà, bon, un Hackintosh, ça reste un hack, hein, je vous ai déjà prévenu, même si il y a moyen d'en faire des très stables, mais faire un Hackintosh sur une bêta d'OS 10, personnellement oublié. Attendez que tout le monde essuie les plâtres, hein, je sais que c'est un peu triste à dire, mais il y en a qui vont se faire une joie de bidouiller tout ça et de trouver des solutions. Si votre objectif c'est de bosser avec votre Hackintosh, faites quand même attention. En attendant que tout cela se dépote, je suis revenu à un bon vieux Windows 7 pour faire mes rendus et mon travail d'enregistrement, etc. Je continue à enregistrer aussi sur le MacBook Pro Retina pour quand j'ai besoin d'enregistrer sur Mac, et tout ça marche très très bien. Je referai peut-être une petite vidéo qui sera probablement très très courte, uniquement sur les performances OpenCL de la R9 290 par rapport à une carte Nvidia. J'ai eu des résultats tout à fait bizarres dans Photoshop, puisque Photoshop est accéléré OpenCL pour certains filtres, pas pour tout mais pour certains filtres, et avec une carte comme la R9 290 qui fait 2 fois les perfs OpenCL d'une 770 GTX, je me retrouve avec 4 fois moins de performance dans Photoshop en termes de filtres, ce qui ne correspond à rien dans la vraie vie. Ça m'empêche pas de travailler, puisque le truc pour tester c'est de balancer un Smart Sharpen sur une image hyper grande, genre 15K, ce que vous faites jamais en fait. Donc dans la vraie vie, au final, on s'en fout un petit peu, mais d'un point de vue théorique, j'ai du mal à comprendre pourquoi l'OpenCL est moins performant avec une carte AMD, alors que c'est de l'OpenCL, on parle pas de CUDA là, donc le moteur de Photoshop n'a aucune raison d'être plus lent sur ce type de carte. Bref, on en reparlera dans une autre vidéo. Je l'ai pas encore enregistré, j'attends de synthétiser tous les résultats et de vous donner ça. Ça ne devra pas influencer votre choix de carte graphique, puisque comme je vous l'ai dit, ce sont des tests purement théoriques qui n'ont aucune application dans la vie réelle. Donc on s'en fout un petit peu, mais c'est juste la curiosité juste de comprendre. N'hésitez pas à me poser des questions, donc si vous avez des idées de config et des trucs qui semblent pas très clairs. Et je pense que je referai une vidéo à la fin de l'année, quand tout ça se sera dépoté, et je pense que je ferai une vidéo sur le Hackintosh sur comment installer Yosemite, parce que ça va être un peu la grande question. Comment installer Yosemite sur une plateforme x79 ou autre type de i5, i7, puisque ça sera à peu près la même chose. Ça va être la grosse nouveauté sur la scène Hackintosh, puisque évidemment un nouveau système OS 10 qui sort, c'est quand même pas rien. En attendant, je vous souhaite une bonne petite geekerie si vous montez votre config. N'hésitez pas encore une fois à revenir vers moi si vous avez des questions, postez dans les commentaires pour que tout le monde les voit, parce que comme ça si je réponds ça va pouvoir aider tout le monde. Alors merci de m'avoir suivi et rendez-vous à la prochaine. Ciao ciao.